C'est le choix de mon invité aujourd'hui, mon invité Abir Nasraoui, qui propose sa playlist tout au long de cette rencontre qui a démarré à midi et qui se poursuit jusqu'à 13 heures. Alors c'est aussi le principe de poser cette question à l'invité. Pourquoi cette chanteuse? Pourquoi cette diva Esmehen? Et pourquoi ce titre, Abir? Le titre, parce qu'il est composé par Farid Al-Atrash, son frère. Oui. Comme d'ailleurs beaucoup d'autres titres de Esmehen. Mais en fait, cette chanson me rend heureuse. Je ne peux pas l'expliquer en fait, mais je l'aime. J'aime l'élégance de cette mélodie. J'aime la voix de Esmehen. D'ailleurs, parfois je le dis, évidemment, moi je suis très croyante, mais parfois je choque les gens. Je leur dis, écoutez, quand j'écoute la voix de Fayrouz et la voix de Esmehen, je sais que Dieu existe. Tu sais, la voix, en fait, la voix, les fréquences d'une voix. Tu peux aimer une voix, je peux ne pas l'aimer. Oui. Une voix qui peut me faire pleurer, elle peut ne pas te toucher. C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et c'est ce que je ne peux pas expliquer avec Esmehen, mais je l'adore, tout simplement. Quand je suis un peu... Je ne vais pas dire triste, mais voilà, quand j'ai besoin de me remonter le moral, de me rebooster, voilà, de rebooster mon énergie, de rebooster plein de choses en moi, j'écoute Esmehen. Et j'aime beaucoup les chansons de Esmehen, composées par Farid, parce que j'aime cette relation-là entre le frère et la sœur. D'ailleurs, il ne s'est jamais remis. Il ne s'est jamais remis de sa perte, du décès de sa sœur. Ça me touche aussi parce que j'ai une relation très très forte avec mes sœurs et voilà. Donc il y a un peu de tout ça, mais c'est surtout pour l'artistique. Farid aussi me fait beaucoup de peine parce qu'en fait il a vécu toute sa vie en Égypte. Mais les Égyptiens ne l'ont jamais considéré comme un Égyptien. Et d'ailleurs, il y a un historien de la musique qui me racontait que, comme ça se passe ici, en fait, comme ça se passait à l'époque ici, les paroliers ramenaient à la radio, donnaient leurs textes, et puis, en tout cas, les responsables appelaient d'abord Abdel Waheb, en tout cas, ils appelaient tous les Égyptiens. Donc ces compositeurs-là prenaient la crème, les plus beaux textes. Et puis ce qui restait, c'est presque en dernier, qu'on appelait Farid pour lui dire, voilà, il y a des textes. Donc ils prenaient presque les textes qui restaient, quoi. Il n'avait jamais le choix, en tout cas en premier. On l'appelait jamais en premier. Il y avait toujours ce côté un peu... Je ne sais pas si je peux dire un peu raciste, mais en tout cas, il n'était pas accepté, comme on le disait vraiment. Xénophobe, peut-être. Une forme de xénophobie. Oui, mais c'est une forme de racisme aussi. Tout compte fait. Oui. Alors, tu interprètes plusieurs titres du patrimoine algérien sur scène, j'entends, du patrimoine tunisien, algérien, égyptien. Moi, j'ai envie de te poser la question, Abir Nasraoui, comment se fait le choix des chansons que tu vas porter avec justement ta voix et que tu vas porter sur scène? Comment se fait le choix? Le choix se fait en fonction du thème déjà. Par exemple, tu as passé Alarem Shariona au début de l'émission de Wadi Safi. C'était un concert sur commande autour de l'âge d'or du cinéma arabe. Et là, en fait, on m'a donné, en tout cas, la liste des films. Et en fonction, j'ai préparé j'ai fait une liste de 3 pages des chansons de ces films-là. En tout cas, on m'a donné une période et une liste de films. Et en fonction, et après, j'ai commencé à affiner le choix jusqu'à arriver à une dizaine de chansons. Et ça m'a permis de faire un très très beau spectacle. Ça m'a permis aussi de jouer plusieurs rôles, parce que quand on chante les chansons de film, c'est jouer le rôle, en tout cas, de la personne, en tout cas de l'artiste qui l'a interprété dans le film d'une certaine manière. Voilà. Quand on me fait une commande autour de la musique soufie,
Là, c'est un autre choix aussi. Le choix, en général, se fait en fonction du thème, mais aussi, encore une fois, en fonction du feeling. Comme je me sens déjà techniquement, parce qu'il faut savoir que chaque voix est unique. Je peux choisir une très très belle chanson, mais qui ne m'ira pas ou qui ne me touchera pas. À ce moment-là, en fait, je ne suis pas obligée de la chanter parce qu'elle est belle. Oui. Il faut que je prenne un répertoire à chaque fois qui me met en valeur, qui met ma voix en valeur. Exactement comme comment on s'habille. On ne peut pas mettre quelque chose qui met en valeur des petites imperfections, je mets ça entre guillemets. On porte souvent des choses qui nous rendent encore plus belles, n'est-ce pas? Se mettre en, plus belle et en valeur. Absolument. Exactement. Mais alors, qu'est-ce que tu écoutes quand tu es chez toi? Est-ce que tu as le temps d'écouter de la musique? Et qu'est-ce qu'on trouve dans la playlist de Abir Nasraoui? Beaucoup Alors, Esmahen, pour te booster, tu l'as dit tout à l'heure, mais encore. Karima Knight, c'est une Algérienne, c'est une amie, on est devenus amis. Je l'adore cette artiste, j'aime beaucoup Sana Moussa, c'est des noms récents. J'écoute beaucoup de tarab, évidemment, donc toute la liste de Esmahen, Kulthum, Mohamed Abdelouaheb et compagnie, mais j'ai des écoutes un peu plus récentes. J'aime beaucoup aussi, évidemment, Anouar Braham, je l'adore. Ça me fait beaucoup de bien, ça me rend fière aussi. Quand j'écoute Anouar Braham et je vois comment il est perçu, en tout cas en dehors de la Tunisie, en Europe et ailleurs, dans le monde entier, je suis fière d'être tunisienne. Je l'adore, je le respecte énormément. Voilà, il y a plein de projets qui me touchent. Évidemment, j'aime Lila Downs, qui est une grande voix mexicaine. J'écoute Chavela Vargas. J'écoute Amalia Rodriguez, qui est la mère, en tout cas la voix du fado. J'aime Carlos Gardel parce qu'à un certain moment de ma vie, j'ai travaillé sur le tango et évidemment, je ne pouvais pas passer à côté du père spirituel de cette musique-là. Il lui a donné tous ces titres de noblesse, en tout cas. Qui d'autres? Billie Holiday. Oh là là. L'incontournable. Billie Holiday, quand je l'écoute, je ne peux pas m'empêcher d'être émue. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir une larme. Il y a aussi Nina Simone. J'essaie, en fait, c'est une grande liste, en fait. Après, je n'écoute pas ça en même temps. C'est des périodes. C'est des moments. Et oui. Voilà, donc je suis très éclectique dans mes écoutes. Voilà. On a parlé tout à l'heure de ton expérience à RMC. C'est 16 ans d'expérience radio, de journalisme culturel, de production dédiée à la musique. Et puis, un jour, tu décides de quitter. En préparant cette émission avec toi, et je te remercie pour ta disponibilité, je ne sais pas si tu l'as constaté, mais il y avait une phrase qui revenait souvent, c'est quête de sens. Donner un nouveau sens à ma vie, ça revenait. Alors, est-ce que tu as soif de sens? Est-ce que tu es tout le temps dans cette forme d'interrogation? Est-ce que tu es tout le temps dans cette quête-là, Abir Nasraoui? Je pense que oui. Oui. Parce que donner un sens à ma vie m'a toujours accompagnée. J'ai toujours été habitée par cette idée. En fait, ça a commencé par des questions existentielles, en fait. Et l'existentialisme... c'est comme ça qu'on dit. Je ne sais pas, j'ai eu l'existentialisme, oui. J'ai eu un doute parce que je pensais à Sud de Mahmoud El-Mesadi. Donc j'ai découvert cette philosophie-là à travers le roman de Mahmoud El-Mesadi. Et ça m'a bouleversée. Je peux te dire que ça m'a bouleversée. Je me disais, est-ce que je vais passer dans cette vie comme ça? Je mange, je bois, je ris, je dors et je ne fais rien, je ne laisse pas de traces. C'est comme ça que va être ma vie? Et je refusais cette idée-là. Et donc, je pense que dans tous les challenges de ma vie,
Ça a toujours été des challenges. À chaque fois, en fait, je me mettais des limites et je les dépassais. Je voyais des sortes d'obstacles et je me disais, non, je ne vais pas me laisser faire. Non, 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 je vais les dépasser. Je vais les surmonter. Et je pense que ça a toujours été comme ça. Et ma vie a toujours été une perpétuelle quête d'apprentissage aussi. Parce que quand j'ai fait ma reconversion professionnelle et quand j'ai repris les bancs de l'école, j'ai repris mon tote bag, qui était un peu c'est la nouvelle version du cartable ancien. Oui. C'était un plaisir. Alors, parlons un peu de cette reconversion qui... Enfin, il me semble qu'il n'a rien à voir avec tout ce que tu as vécu jusque-là, avec la musique. Tu es dans ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel, tu es dans le bien-être. Plus précisément, oui. Comment d'abord t'es venue l'idée de switcher comme ça, de prendre ce virage-là? C'était il y a quelques années à peu près, allez, on va dire 3-4 ans. Oui. Alors raconte-nous en fait, quand j'ai décidé de quitter Monte Carlo Doualiya, parce que j'ai fait un départ volontaire, j'ai estimé que j'avais fait le tour et je voulais partir quand ça brillait encore, quand c'était encore joli, quand l'ambiance était encore belle et bonne. En tout cas, c'était bonne ambiance, c'était très favorable en tout cas à la créativité, parce qu'à la radio, on fait de la création aussi, dans la réalisation de nos émissions. Mais après le Covid... Il y a quelque chose, évidemment, sur le plan personnel, j'avais perdu ma sœur, j'avais perdu mon père, et on a eu le Covid. On ne comprenait pas ce que ça représentait, ce que c'était, on ne comprenait rien, on voyait ça en danger. En fait, on voyait un danger derrière les portes, derrière les fenêtres. C'est vrai que c'était quelque chose de terrible que l'humanité a vécu. Oui. Et ma vie, en fait, c'est curieux, Emna, tout le monde a très très mal vécu le confinement. Oui. Moi, je l'ai très très bien vécu, parce que jusqu'au confinement, je courais tout le temps et je voyais presque ma vie passer en parallèle. Défiler, je travaillais beaucoup, mais elle défilait en parallèle. Pendant le confinement, j'ai repris ma vie en main. J'ai repris ma plume, parce que j'ai... parce que tu écris aussi, parce tu que composes. J'écris aussi, surtout les textes. En fait, j'écris un peu des nouvelles, pour moi, qui ne sont jamais sorties. J'ai des essais libres comme ça. Parfois, j'écris les textes de quelques-unes de mes chansons aussi. Et donc, ça me manquait terriblement. Et quand j'ai pris le temps de rééquilibrer mon alimentation, de reprendre le sport, de retrouver ma plume, de prendre le temps de lire aussi, parce que je n'avais plus le temps pour le plaisir de lire. En tout cas, toutes mes lectures étaient autour de ce que je faisais à la radio. Des émissions puisque radio, j'avais une quotidienne et une hebdomadaire. Donc c'était lourd, quoi. Voilà. Donc, à partir de là, je me disais, oui, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que j'ai envie de continuer à vivre. Et à partir de là, j'ai envisagé sérieusement un départ. Mais qu'est-ce que je ferai après la radio? J'ai un ami qui est Helmi Mhadbi, qui est musicien aussi et musicothérapeute. Donc, il a eu un rôle important dans cette reconversion, parce que c'est lui qui m'a orientée vers la sophrologie et vers l'hypnose. Moi, je voulais faire de la musicothérapie. Il m'a dit que c'était un parcours universitaire de 3 ans. Et j'avais pas le temps pour me consacrer pendant 3 ans à refaire un cursus universitaire. Alors que la formation de la sophrologie et la formation de l'hypnose pouvaient se faire en condensé, en cours intensif, en 6 mois. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris 1 année pour faire les 2 écoles en parallèle. Et il m'a orienté vers ça parce qu'il me disait, écoute, toi à la radio, déjà tu rassures les gens avec ta voix. Les gens aiment ta voix, tu as une voix posée, et ça c'est très très important dans ce genre de métier. En même temps, quand je faisais mes interviews, j'étais attentive à ce que me disaient mes invités. Et donc, et ces métiers-là se basaient sur l'écoute. Il faut savoir écouter, il faut savoir accompagner.
Voilà, donc il y a eu ça, et puis il y a beaucoup, ce que j'ai découvert aussi, il y a beaucoup de créativité dans ce qu'on faisait. Les gens étaient tout le temps étonnés, mais entre la musique et l'hypnose, il y a quoi? Oui. Je dis, il y a la créativité. Comment ça? Il y a l'improvisation. Créatif lors d'une séance d'hypnose, par exemple? On raconte des histoires qui guérissent. En hypnose, on nous apprend à raconter des histoires qui guérissent, à donner du sens à certaines choses. En fait, comme un musicien sur scène quand il joue, et je dois par exemple m'adapter à son jeu, improviser, et un peu épouser aussi avec ma voix ce qu'il me propose en musique. Il y a une certaine musicalité dans les séances d'hypnose aussi, parce qu'en fait, on s'adapte à ce que la personne est en train de vivre. On prend ce qu'elle nous donne, parce on ne peut jamais le préparer. On ne sait, ni moi, ni la personne, ce à quoi on s'attend. On ne sait pas du tout ce que la personne... Parfois, on part de quelque chose et on se retrouve ailleurs, très, très loin. Et là, il faut savoir s'adapter. Il faut savoir accompagner, il faut improviser, il faut avoir de la créativité pour donner du sens à chaque pas, puisque nous, notre métier, c'est d'accompagner. Et ce qui me plaît, en tout cas, je reviens encore à donner du sens, à cette idée-là de donner du sens à ma vie, quelqu'un qui vient, qui me raconte, qui me livre surtout quelque chose de très précieux de la vie, de sa vie en tout cas, ou de son intimité, et pouvoir l'accompagner, pouvoir le guider et l'emmener à bon port. Ça n'a pas de prix pour moi. C'est beau, en tout cas, moi je le vis bien. Tu te retrouves dans ce que tu fais, en tout cas ça se sent. Tu as ouvert ton cabinet en France, oui. À Paris, je crois. Oui, à Paris. Tu es hypnothérapeute. Alors, est-ce que tout ce que tu as vécu, Abir, aussi bien sur le plan personnel, puisque tu as parlé du deuil, de la perte d'être cher, comme ton père ou ta sœur, paix à leurs âmes, mais aussi tout ce que tu as vécu, tu as une vie très riche et ça continue, je l'espère pour toi. Est-ce que tout ça a alimenté ou alimente aujourd'hui ton approche de l'hypnothérapie? Oui, parce qu'il faut du vécu. Et d'ailleurs, il y a eu une étude par rapport aux hypnothérapeutes, par rapport aux sophrologues, par rapport aux coachs de vie aussi. Oui. En général, ces métiers-là, en fait, nous attirent après 40 ans. Parce que je me dis souvent, avant, je me posais la question, pourquoi à 40 ans, parfois on bascule dans d'autres domaines, dans d'autres choses, on fait des choix différents, comme si on s'arrête, on se prend le temps de s'arrêter pour faire un peu le bilan de sa vie. Et j'ai l'impression que c'est un peu le milieu de notre vie. Et on a découvert, en tout cas, à travers plein d'études, que les gens s'orientent vers ces métiers après les 40 ans, parce qu'on a vécu tellement de choses, parce qu'on a aussi acquis de l'expérience. Il y a un vécu, il y a de l'expérience, il y a de la joie, il y a de la douleur, il y a de la sagesse, il y a du savoir. On a pu en tout cas acquérir des capacités, on a pu mettre en valeur plein de ressources aussi. Donc je pense que ça va dans ce sens-là. Alors, moi, je me l'explique comme ça. Carl Jung parle de la crise du milieu de vie, celle qui arrive entre 40 et 50 ans. Est-ce que ces choix sont arrivés au bout d'une crise, Abir Nasraoui? Pas du tout. Sincèrement, pas du tout. C'était juste une remise en question. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Parce que quand on travaille beaucoup, et j'ai vraiment été prise à 1000% par le travail, je ne profitais pas des gens que j'aimais, je ne profitais pas de mes amis, en tout cas mes amis font partie des gens que j'aimais. Donc à un certain moment, prendre le temps, je t'assure que prendre le temps de prendre un café et discuter avec ma meilleure amie sans avoir à être stressée dans ma tête, qu'est-ce que je vais préparer pour demain, pour l'invité de demain, qu'est-ce que je vais faire de l'émission de demain, qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure, je dois courir pour faire mes courses avant que le j'avoue, c'est un métier passionnant mais oui, très prenant. Très très prenant. Et donc profiter des gens que j'aime pour moi n'avait plus de prix. Et le prix, c'était de laisser, en tout cas, d'abandonner ou faire le choix de laisser une carrière
un très bon salaire pour profiter de la vie. C'est sans regret aujourd'hui? Ah oui. Même pas, quand j'y pense, je me dis 0,0000000 et 1. Ouais. Non. Je n'ai jamais regretté parce que je suis épanouie. Je suis heureuse de ce choix, vraiment. Alors aujourd'hui, tu organises aussi des workshops oui. En France, mais aussi en Tunisie. Oui. De quoi s'agit-il, Abir? C'est des masterclass pour apprendre aux gens, aux passionnés, à différents niveaux. J'ai des débutants comme j'ai des avancés aussi, des gens qui ont déjà fait un parcours. Je les coach. Parce que coacher quelqu'un, c'est pas forcément lui apprendre à chanter. Tu parles du coaching vocal. Coaching vocal, pardon, oui. Je précise, oui. Comme j'ai une carrière de plus de 30 ans de chant, avec des projets entre la musique arabe et d'autres cultures. Ma vie en France aussi, tu as une vie de presque bientôt 25 ans, m'a permis aussi d'être dans un carrefour de cultures riches, plusieurs cultures riches qui m'ont inspirée d'une certaine manière, parce que j'ai vraiment puisé dans tout ça pour enrichir ma pratique du chant. C'est vrai que je viens du tarab, de cette école très traditionnelle, mais j'ai pu en fait l'alimenter, l'enrichir, lui donner aussi une autre dimension grâce à toutes ces écoutes qu'on évoquait tout à l'heure. Cette expérience m'a permis en tout cas de faire une sorte de, je ne vais pas dire de méthode, j'aime pas en fait utiliser ce mot, mais en tout cas une approche. Une approche, oui, merci. J'ai pu en fait faire cette approche-là pour aider les gens à trouver le bon chemin pour la bonne technique. Merci. Parce que tu sais, je pense que te dire par exemple, il te manque de la justesse dans ta voix, si je ne te donne pas le moyen ou la technique ou la manière ou le chemin à suivre, tu ne pourras jamais t'améliorer. Et c'est ce que j'ai développé, c'est ce que je donne en tout cas aux stagiaires. Merci Abir, je te laisse le soin très rapidement si tu permets du mot de la fin. Merci à toi. Merci. C'est moi. Vraiment, c'était un plaisir. Je me suis sentie bien. En général, je suis un peu émue, même si j'ai fait de la radio. Mais quand je suis une invitée, c'est vrai que c'est pas la même chose. C'est différent. Quand on pise aussi dans des choses personnelles, parfois on est un peu ému et les mots ne viennent pas facilement. En tout cas, merci à toi. Merci aux éditeurs. J'espère qu'on a été, qu'on les a bien accompagnés. Je ne sais pas où ils sont. Merci aussi aux techniciens. Merci à RTCI et voilà, à très bientôt. Merci à toi Abir pour ta générosité, ta disponibilité, ta sincérité. On va se quitter sur un de tes choix. Dorantes, très rapidement, un extrait du moins. Orobroy. Oui. C'est en fait le chemin qu'a pris les gitans. En tout cas, ça raconte la douleur des gitans dans ce voyage perpétuel. David Dorantes m'a invité pour partager la scène avec lui sur ce titre-là. On écoute ensemble. N'hésitez pas à retrouver le streaming sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Le portrait du jour, le dernier de cette saison, est consacré à Abir Nasraoui.